toute l'harmonie du paysage français. Nous sommes ici dans le Bordelais et très exactement à Saint-Émilion, célèbre dans le monde entier pour la qualité de ses vins. Donc, dominant le vignoble, il y a le château de Ferrand. Et puis, au pied de cette butte, d'étranges ouvertures. Alors, de quoi s'agit-il? De grottes, de cavités, de carrières, de caves? Non, rien de tout cela. On découvre cette galerie creusée dans la roche, cette galerie qui est éclairée de proche en proche par ces ouvertures face auxquelles se trouvent des niches. Ce n'est manifestement ni un entrepôt, ni une habitation. De quoi peut-il s'agir? Laurent Triolet. Bonjour. Bonjour. Bon, alors en vous présentant, je vais un peu vendre la mèche, parce qu'avec votre frère Jérôme, vous êtes spécialiste, on peut même dire les seuls spécialistes en France des souterrains. Il s'agit donc d'un souterrain. Oui, un souterrain creusé pour le plaisir au XVIIe siècle. Et il y a beaucoup de souterrains en France? En France, on en connaît 1000 au moins, et il en existait beaucoup plus. Beaucoup sont détruits et disparus à jamais. Oui, mais ici, bon, c'est un souterrain d'agrément, si je comprends bien. Alors pourquoi les autres souterrains? Les autres, tout simplement pour se réfugier durant le Moyen-Âge. La majorité des souterrains sont des refuges. Alors, vous, avec votre frère, là, on voit sur ces documents, vous vous êtes pris de passion il y a longtemps déjà pour les souterrains. Une quinzaine d'années, oui. Et depuis, vous avez entrepris systématiquement de répertorier, de classer, de faire l'histoire de tous ces souterrains. Vous avez tiré des livres scientifiques, hein, et vous venez justement de publier un livre. Alors, c'est sur les souterrains un peu étranges. Hein. Oui, c'est sur les souterrains et les croyances, les souterrains énigmatiques. Donc, c'est bien un nouveau monde mystérieux qu'on va découvrir avec vous. Bon, ben, et puis pour commencer, on va explorer le souterrain de Ferrand. Allons-y. Ah, je vous suis. Alors attention, ici, c'est un peu glissant. Oui. Et regardez par ici, on a 2 L creusées dans la paroi. Ça correspond à quoi? C'est en l'honneur de Louis XIV. Tout ça, c'était dédié à Louis XIV. On est dans un mémorial à la gloire de Louis XIV. Mais là, c'est un cul-de-sac, là. Un cul-de-sac, oui, puisque nous sommes dans un labyrinthe ici. Ah bon? C'est un labyrinthe. Venez par ici. Et qui est le constructeur? On le connaît? Oui, c'est Élie de Béthoulot, le seigneur des lieux, qui s'appelait aussi Damon, un poète, un esprit débridé, qui a voulu laisser une trace dans ce... C'était une folie, comme on disait. Oui, c'était dans l'esprit des folies, et plus pour lui, puisque c'était une source d'inspiration, un mémorial à la gloire de Louis XIV et de ses muses aussi. C'était sa pyramide, quoi. Un peu, oui, c'est son œuvre. Mais quand même, c'était un lieu de plaisir, il y avait une décoration. C'était décoré de façon très raffinée par Damon, et il y avait un revêtement de marbre. Tout ça, là. Tout ça, Oui, un revêtement sur les parois, des coquilles, de la nacre également. en décoration. En décoration, une décoration. Et aussi des bustes dans les niches et des orangers. Et la galerie, alors? Eh bien, c'est la galerie des glaces, La galerie des glaces qu'il avait reconstituée sous terre. tout simplement. Oui. Bon, donc, on a vu avec vous, là, un premier type de souterrain. Mais on vous a suivi dans vos explorations parce qu'il y en a beaucoup d'autres à découvrir. Une lanterne à acétylène, un casque et une combinaison de spéléologue, c'est le minimum indispensable pour explorer les souterrains. Donc, il faut aller dans le petit bois qui est derrière. Nous sommes avec les frères Triolet dans un petit bois près de Loudun. En route. On va prendre le chemin, là. Depuis la guerre de 100 ans, presque tous les villages de France avaient leur abri souterrain. C'est la grande découverte de Jérôme et Laurent Triolet.
Dans les périodes troublées, quand les bandes armées battaient la campagne et brûlaient les récoltes, le premier réflexe de survie des paysans n'était pas, comme on le croit souvent, de s'abriter derrière les murs du château, mais de chercher refuge sous la terre. Évidemment, les accès de ces souterrains refuges devaient rester secrets. C'est la raison pour laquelle ils sont si difficiles à trouver. Alors, voilà le premier. Il y a un puits là. Puits effondré sur la gauche. Ah ben voilà l'entrée. Fais attention. Nous y sommes. Ton acétylène est éteinte. Attention. Voilà le puits. Oui, alors là, il s'agit d'un puits d'extraction. Un puits qui a servi à évacuer les déblais créés lors du creusement de cette salle du souterrain. Ensuite, il devait être camouflé avec des poutres, des branchages, peut-être même des pierres, de façon à ce que le souterrain soit complètement discret depuis la surface. Quant au souterrain, lui, il continue par là. Alors là, on a les traces d'une porte, une feuillure, qui permettait d'accueillir une lourde porte qui était plaquée contre le débouché de ce couloir pour empêcher d'éventuels assaillants provenant de ce couloir de pénétrer dans la salle ici où les gens s'étaient réfugiés. Donc cette lourde porte était bloquée par des madriers enclenchés dans les trous qu'on voit ici. Alors au-delà, c'est le couloir de communication qui mène vers le reste du souterrain. Et là, l'attente débutait. Les réfugiés étaient barricadés dans leur souterrain, dans l'ignorance à peu près totale de ce qui devait se passer en surface. Ils ne ressentaient pas les variations de température, ils ne ressentaient pas les variations de lumière, ni l'alternance du jour et de la nuit. Et ils vivaient dans un silence souterrain. Donc, dans l'ignorance absolue de ce qui se passait en surface et de ce qu'ils allaient retrouver quand ils sortiraient, ils vivaient sans doute quelques jours, voire quelques semaines dans ces souterrains. Et progressivement, l'angoisse devait s'installer. Si la vie dans un souterrain refuge était une dure épreuve pour les assiégés, c'en était aussi une pour les agresseurs. Souvent, des pièges diaboliques les attendaient, qui n'avaient rien à envier à Indiana Jones. Sous le donjon de Crissey, qui date du XIIIe siècle, est creusé un souterrain refuge. Mais si par malheur, l'ennemi parvenait à s'y introduire, attendez la suite. Imaginons que je sois l'assaillant, je suis dans un couloir d'accès étroit, j'ai un coude, et sur la gauche, dans la paroi, un trou de visée, en fait une meurtrière. Et moi, de l'autre côté de la paroi, j'attends l'ennemi, et au moment où il passe, je tire. Si j'échappe au coup du défenseur, je peux franchir le coude, mais là, je bute sur une nouvelle porte qui était disposée dans les rainures, et ce que je ne vois pas, c'est ici, dans la paroi, un autre trou. Et ce trou, c'est une nouvelle meurtrière où, protégé par le rocher, je tire. Si j'ai échappé à ce second piège, je dois forcer la porte, et j'arrive ici, face à une nouvelle porte qu'il faut que je force pour rentrer dans la salle. Mais moi, avant que la porte ne cède, j'ai eu le temps de fuir vers le risque du refuge pour y continuer ma défense. Plus fort encore, mais cette fois en Turquie, à Derinkuyu, au cœur du plateau anatolien. Voici une véritable forteresse souterraine, explorée par une équipe d'archéologues italiens. Les entrées étaient fermées par de lourdes meules de pierre. Un véritable abri anti-atomique. Ah, voilà une porte en pierre. Je crois que ce n'est pas un hasard si le couloir fait un angle droit juste avant la porte. De cette façon,
les attaquants ne pouvaient pas se servir d'un bélier pour la démolir. Et de toute manière, le premier attaquant se retrouvait seul face à la porte et donc très vulnérable. Viens, on va voir. Voilà, c'est une roue très massive. Et voilà la gorge creusée dans la pierre. Une fois fermée, la porte formait un obstacle pratiquement infranchissable. La cité souterraine pouvait abriter plusieurs centaines de personnes qui s'étaient organisées pour résister longtemps. Il y avait des puits d'aération, des entrepôts, des puits d'eau potable et même des écuries. Qui avait construit cette cité souterraine? On l'ignore. On pense à une communauté agricole qui voulait se protéger des pillards. La période qui correspond le mieux est celle des invasions arabes en Cappadoce. Voici encore une autre catégorie de souterrains, plus énigmatique. Nous sommes dans la commune du Pin, dans les Deux-Sèvres. Sous l'église Notre-Dame, on découvre un souterrain bien étrange. Difficile de dire son âge. Il entre dans la catégorie des souterrains annulaires. Définition: Ce sont tout simplement des souterrains avec un boyau creusé dans la roche qui rejoint une galerie qui forme un anneau, qui décrit un cercle. Et souvent, on a une salle de l'autre côté de l'anneau. Aucun rapport avec les souterrains refuges? Ah non, non, pas du tout, puisque les souterrains refuges sont faits pour se cacher, se défendre. Il y a une organisation défensive, il y a des salles spacieuses. Et dans les souterrains annulaires, il n'y a pas beaucoup d'espace. Ce n'est pas du tout fonctionnel. Alors, dans l'histoire humaine, l'alternative au fonctionnel, c'est le religieux, ce sont les croyances. Donc, a priori, ces souterrains-là servaient certainement à des cultes. Très bien, allons-y. Alors, nous sommes déjà dans l'anneau, galerie annulaire. Sur la droite, on a une petite salle avec une chatière. Et ça correspond à un couloir d'accès. On va continuer dans l'anneau. Un autre couloir d'accès qui, lui, démarre sous la nef de l'église Notre-Dame. Et la galerie annulaire qui se poursuit. Donc là, on retourne encore. Le souterrain du Pin n'est pas unique en son genre. On trouve de tels anneaux de pierre dans d'autres régions de France, et en Autriche, en Bavière, en Moravie. À quelle croyance pouvaient-ils être liés? En fait, on ne sait pas vraiment ce qui se passait dans ces souterrains annulaires, dans les couloirs annulaires. Déjà, une première question, on ne sait pas s'ils étaient fréquentés par l'homme, si l'homme circulait dedans, ou s'ils étaient simplement symboliques. Donc, on peut imaginer une circumambulation, les personnes qui tournent dans l'anneau. On peut très bien aussi imaginer un anneau qui est sans commencement ni fin et qui est vraiment symbolique. On dit tourner comme une âme en peine, par exemple. On peut supposer que ce sont des souterrains qui témoignent de pratiques très anciennes, dans des lieux un peu reculés et pas dans des zones de passage, dans des lieux où l'Église était peut-être moins forte, où elle arrivait moins à imposer le nouveau culte. Donc on peut imaginer que dans ces souterrains-là témoignent de croyances qui ont résisté à la religion catholique. Les souterrains sont donc doublement des lieux de survie. Pour les humains, quand la menace gronde, et pour les croyances qui, sous terre, se conservent et se transforment. En voici la preuve. Laurent, là on se trouve directement sous l'église. Oui, sous l'église, et pas n'importe où, sous la chapelle Sainte-Anne. Donc c'est particulièrement intéressant parce que Sainte-Anne, c'est la mère de la Vierge, donc la mère du Christ, et elle pense que c'est une récupération de la déesse mère, de la terre-mère des origines. Le christianisme aurait récupéré des croyances venues du fond des âges. Oui, c'est ce qu'on peut supposer. On en aurait une preuve ici. Pour couronner le tout, voici maintenant un rituel des plus bizarres, celui du passage à travers. Le passage au travers, c'est le fait de passer à travers un orifice étroit dans lequel il est difficile de passer.
Ça pourrait être dans une chatière comme celle-ci. C'est connu en surface. Et lorsqu'on passe à travers, en France notamment, les passages à travers servaient à se guérir de maladies. Et ailleurs, en Afrique, ça a un aspect initiatique. Donc quoi qu'il arrive, on ressort un homme nouveau. On perd soit sa maladie, soit on passe au stade adulte. Et en passant à travers, on change d'état. Très bien, ben on y va. Ce rituel du passage à travers semble universellement répandu. On le retrouve dans plusieurs traditions européennes, mais aussi en Afrique noire. Cette scène a été filmée en 1991 par l'ethnologue René Desviches au Zaïre. Le passage à travers le tunnel creusé sous la terre doit permettre aux candidats à l'initiation de renaître au contact du monde des esprits souterrains qui habitent le tunnel. Retour en France, pas très loin de Saint-Émilion, car le rituel du passage à travers existait encore au début du siècle dans les campagnes françaises. À l'âge de 7 ans, le jeune Claude Giraud, aujourd'hui retraité, a vécu une expérience de ce genre. C'était en 1928, dans la petite chapelle de Sainte-Présentine, aujourd'hui en ruine. Il s'est passé que compte tenu de la légende qui avait cours à ce moment-là, c'est-à-dire j'avais 5 ou 6 ans, il fallait que les enfants mâles puissent passer 9 fois successivement aller et retour à travers de cette ouverture, de façon à ce qu'ils n'aient plus peur le restant de leur vie. Et c'est ce que vous avez fait? Et c'est ce que j'ai fait parce que ma mère m'a obligé de le faire et que j'ai respecté la tradition. Et depuis, vous n'avez plus jamais peur? Et je ne peux pas dire que j'ai peur, j'ai peut-être moins peur que les autres, mais je ne suis pas un homme peureux. Donc ça marche? Donc ça va très bien, pourvu que ça dure. Mais Laurent, on a le sentiment que ces mondes souterrains ont tout de même exercé une fascination sur les hommes, non? Une très forte fascination qui ne date pas d'hier, puisque les hommes préhistoriques allaient déjà au fond des grottes pour y peindre des fresques et aussi pour y célébrer des rites. C'est-à-dire pas seulement pour se protéger et se réfugier. Non, le monde souterrain, c'est aussi la terre-mère des origines. C'est pas un espace neutre. C'est un espace chargé d'une force magique, et d'ailleurs qui n'est pas fait pour l'homme. Oui, mais ce sont des influences positives ou négatives, bénéfiques ou maléfiques qui montent comme ça de la terre? Il y a des deux. Il y a le côté attirance du monde souterrain et puis aussi la répulsion. Et ça, vous le ressentez lors de vos explorations? Oh oui, on ne sort pas totalement intact d'un souterrain.